Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais analyser l'action Microsoft. Donc en fin de vidéo je vous dirai à quel prix je suis prêt à acheter cette action. Et avant ça on va regarder si Microsoft est une entreprise de qualité. Donc c'est parti. La toute première chose que je regarde, c'est d'abord quel est le business model de l'entreprise. C'est vraiment la première étape la plus importante pour comprendre dans quoi on investit. Donc comment Microsoft gagne de l'argent? Déjà, ce qu'on remarque, première chose, c'est que c'est une boîte qui est très diversifiée. C'est très rare d'avoir autant de segments. Donc on a un segment qui représente quand même 41% des revenus. Donc Server Products and Cloud Services, c'est là où il y a Azure notamment, donc le concurrent de Amazon Web Services. Ensuite, il y a un segment qui a 25% de revenus, donc Office Products and Cloud Services, c'est principalement là où il y a la suite Office. Et ensuite, on a Windows qui représente 10%. Typiquement, je ne savais pas que ça représentait une si faible partie de leurs revenus, je pensais que c'était plus que 10. Et ensuite, on a LinkedIn, on a du gaming, et ensuite Dynamics, c'est 3%, Device, c'est 2%, donc ça, je connais pas trop ces segments-là. Et Search, donc Bing et tout ça, c'est 6% des revenus. Donc c'est une boîte qui est très diversifiée. Azure, c'est les numéros 2 dans le cloud, et ils ont une très bonne croissance sur ce segment-là. Contrairement à Google, qui se fait un petit peu distancer et qui a un peu de mal à ce niveau-là sur le cloud, je parierais plus sur AWS ou Microsoft. Même si pour avoir utilisé Azure, je trouve que c'est absolument affreux comme produit. Mais comme on va le voir tout à l'heure, c'est pas vraiment par la qualité de leurs produits que Microsoft se démarque. On verra ça quand on regardera l'onglet qualité et quand on parlera du moat de Microsoft. Et ce que je trouve intéressant aussi comme opportunité de croissance future, c'est la partie LinkedIn qui pour moi était sous-exploitée depuis quasiment qu'ils ont fait l'acquisition. Mais je remarque que depuis peut-être maintenant 2 ans, LinkedIn c'est vraiment devenu une plateforme de contenu à part entière, donc comme YouTube, comme Instagram, etc. C'est plus un site corporate comme il y a quelques années où tout le monde parlait en écrivant bonjour cher réseau, blablabla. Maintenant c'est vraiment de la création de contenu avec des personnes qui vont souvent même à contre-courant du style corporate. Et il y a beaucoup de personnes qui ont percé sur LinkedIn ces derniers temps. Et donc je pense qu'il y a encore pas mal de croissance sur cette plateforme. Donc voilà, globalement, boîte bien diversifiée avec suffisamment d'opportunités de croissance pour le futur. Pareil, la partie gaming, je pense qu'ils n'ont pas fait tout ce qu'ils pouvaient. Et puis la partie Microsoft Azure qui est déjà importante et qui je pense, va continuer à beaucoup croître. Donc maintenant, on va regarder sur des critères quantitatifs. Donc on va regarder par rapport aux finances de l'entreprise. Est-ce qu'on peut en déduire que Microsoft est une boîte de qualité ? Donc je vais dans l'onglet qualité. Donc tout au vert, donc déjà ça commence bien, c'est bon signe. Donc on va passer sur les 6 critères que j'utilise. Donc le premier critère c'est la croissance annuelle du revenu. Donc déjà pourquoi est-ce que je regarde ce critère ? Parce que la performance, si le multiple de valorisation d'une boîte, donc typiquement comme le PE ratio, s'il reste stable pour une entreprise dans le temps, donc admettons, on va dire pour une boîte le multiple reste à 20, la performance de l'action, elle sera strictement égale à la croissance ou décroissance du free cash flow par action. Et pour avoir un free cash flow par action qui augmente, il faut avoir un free cash flow qui augmente. Et pour avoir un free cash flow qui augmente, c'est plus facile en ayant un revenu qui augmente. En tout cas, si on veut que ce soit tenable dans le temps, il faut que le revenu augmente. Donc première chose que je regarde, c'est est-ce que la boîte a une croissance du revenu. Et je veux qu'elle soit supérieure à 10%. Donc en l'occurrence 14% par an. Donc ça c'est bien. On peut aller regarder plus en détail. Donc je vais dans le compte de résultat ou income statement. En première ligne, on a le revenu, et on voit que c'est le genre de courbe qui correspond aux boîtes que je recherche, donc des boîtes avec des croissances constantes, et non pas des revenus en dents de scie. On voit que c'est pas une boîte qui est cyclique, et on voit qu'il n'y a pas d'anomalie particulière dans le graphique. Donc pour ce critère-là, c'est validé. Ensuite, donc comme je viens de le dire, deuxième chose que je regarde, c'est la croissance annuelle du free cash flow, et si le niveau de marge de Microsoft reste stable, alors la croissance du free cash flow, elle sera égale à la croissance du revenu. Là, on voit que le free cash flow, et donc dans l'idéal, ce qu'on veut, c'est des boîtes qui améliorent leur marge pour avoir un free cash flow qui croît plus vite que le revenu. Dans notre cas, c'est quasiment égal. On voit que le free cash flow a eu une croissance légèrement plus faible, mais c'est tellement faible que c'est pas inquiétant. On peut aller regarder en détail. Donc, je vais dans flux de trésorerie ou cash flow statement. Et je vais dans le free cash flow, et on voit que depuis 2015, c'est en croissance quasi constante. Et d'ailleurs de 2019 à 2022, la croissance elle était supérieure à celle des revenus, j'ai l'impression, je vais vérifier. Donc là c'est du 18, 24, on va regarder. Ouais, donc la croissance du free cash flow, elle était plutôt supérieure à celle du revenu, mais il y a eu une baisse en 2023.
Donc j'ai pas suivi l'entreprise en détail, j'ai pas lu les rapports annuels, etc. pour savoir quelle est l'explication. Donc si quelqu'un connaît bien la boîte et a l'information, n'hésitez pas à le mettre en commentaire pour savoir pourquoi cette baisse de free cash flow en 2023 alors que le revenu lui a continué à augmenter. Donc ça, si j'investis dans Microsoft, c'est un point qui est quand même à vérifier, mais voilà, je pense pas que ce soit très problématique. Donc le critère est validé, donc une bonne croissance du free cash flow. Le troisième critère, c'est le ROE, que je calcule avec le free cash flow et pas avec le bénéfice. Donc ça permet simplement de savoir quel est le retour sur investissement que Microsoft a quand ils investissent de l'argent dans leur propre business. Donc là, par exemple, si Microsoft, ils investissent 100 euros dans leur propre business, ils obtiennent un retour sur investissement de 36,62%, donc 36,62 €. Et ça, c'est un ROE qui est considéré très élevé. Moi, je veux qu'il soit supérieur à 15%. Et le ROE, c'est super important parce que c'est ça qui nous donne quel est le potentiel, quelle est la capacité de l'entreprise à croître sans s'endetter et sans émettre des actions. Ça veut dire, donc exemple théorique, si Microsoft réinvestissait 100% de son free cash flow, ce qui n'est pas le cas, mais s'il réinvestissait 100% et qu'ils ne s'endettaient pas et qu'ils émettaient pas d'actions, ils auraient une croissance de leur free cash flow de 36% par an. Donc Microsoft, c'est une boîte qui est trop grosse et qui fait trop d'argent pour pouvoir tout réinvestir. Mais on va voir juste après qu'ils n'ont pas de dette et qu'ils ont même tendance à racheter leurs propres actions. Donc ils se financent pas comme ça. Et donc ça veut dire que toute la croissance qu'ils ont, donc c'est 13% de croissance de leur free cash flow, ça vient de leur capacité à bien réinvestir. Donc c'est le genre de situation qui nous arrange quand on est investisseur. Ensuite, le critère suivant que je regarde, c'est le niveau d'endettement justement. Donc pour vérifier que l'entreprise soit pas trop endettée. Donc principalement pour éviter des risques de faillite potentielle. Bon, dans le cas de Microsoft, ils risquent pas de faire faillite. Ils ont quasiment aucune dette puisqu'ils peuvent rembourser là toutes leurs dettes en 0,07 années. Donc voilà, quasiment instantanément. Moi, je veux que l'entreprise puisse le faire en moins de 3 ans. Donc c'est parfait à ce niveau-là. Concrètement, ça veut dire qu'en fait, le risque que notre investissement se retrouve réduit à 0, il est quasiment nul. Donc si on peut éviter ce risque facilement, autant en profiter, surtout en tant qu'investisseur particulier. On a moins de temps pour aller chercher des cas compliqués avec beaucoup de dettes, mais se demander est-ce qu'ils vont pouvoir la gérer, etc. En tant que particulier, on a un temps limité, donc c'est plus compliqué, et donc je préfère tout de suite éliminer ces cas-là, tout simplement. Ensuite, je regarde quel est le nombre d'actions en circulation, et enfin surtout quelle est son évolution. Donc est-ce qu'il est en hausse ou est-ce qu'il est en baisse? Et je veux surtout qu'il soit pas en hausse, parce que s'il est en hausse, ça veut dire que déjà le free cash flow par action va croître moins vite que le free cash flow. Et donc comme je disais tout à l'heure, la performance d'une action, c'est avant tout l'évolution de son free cash flow par action. A l'inverse, un nombre d'actions qui baisse, ça fait accélérer la croissance du free cash flow par action plus vite que celle du free cash flow. Et dans le cas où l'entreprise émet des actions, on dit qu'on se fait diluer, donc la part de l'entreprise qu'on possède, forcément vu que nous on a un certain nombre d'actions, si le nombre d'actions diminue, on se fait diluer, donc la part de l'entreprise qu'on possède, la proportion de l'entreprise qu'on possède, elle diminue. Donc on préfère éviter de se faire diluer. Et dans le cas de Microsoft, ils ont racheté 3,62% de leurs actions sur les 5 dernières années. Donc c'est assez peu, mais ça me va tant que c'est en dessous de 0, tant que c'est pas positif. On peut aller vérifier si ça s'est fait d'un coup ou pas. Donc c'est toujours dans le compte de résultat ou income statement et tout en bas. Et donc on voit que Microsoft rachète leurs actions tout doucement au fur et à mesure des années, entre 0,5 et 2% de leurs actions chaque année en gros. Donc ça me va. Et dernier critère que je regarde, c'est le niveau de marge. Donc si l'entreprise a des marges qui sont trop faibles, au moindre problème économique ou je ne sais quoi, ils vont se retrouver à perdre de l'argent et ça nous arrange pas forcément quand on investit. Et le niveau de marge, tout comme le ROE, c'est vraiment les deux valeurs qui souvent permettent de montrer que l'entreprise a un moat, donc un rempart concurrentiel, j'en parlerai juste après. En général, quand on a ROE très élevé et marge très élevée, c'est qu'il y a un moat. Et dans le cas de Microsoft, ils ont des marges de 31,27%, donc c'est des marges très élevées, surtout pour une boîte de cette taille. Moi, je veux des marges qui soient de minimum 10%. Marge du free cash flow, je parle. Pareil, on peut aller vérifier l'évolution. Donc je retourne dans le flux de trésorerie ou cash flow statement et je vais dans marge du free cash flow. Et on voit que depuis 2015, les marges sont plutôt en hausse. Alors il y a un petit problème sur mes pourcentages. J'imagine que là c'était 24,72%. À vérifier, mais ouais, ça m'a l'air cohérent, donc ça doit être ça, ouais. Il y a un décalage de 0. Et depuis 2019, ils sont au-dessus des 30%, et petite baisse en 2023, donc qui correspond à la baisse de free cash flow qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça, pareil, c'est un cas à vérifier pourquoi le free cash flow est en baisse cette année. Je pense qu'il y a une explication pas affolante. Donc voilà, 30% de marge du free cash flow, c'est un excellent niveau de marge. Donc tous mes critères de qualité
sont validés, tous les critères quantitatifs de qualité pour Microsoft sont validés. Maintenant, il n'y a pas que les critères quantitatifs, il y a aussi le qualitatif. Donc, typiquement, est-ce que l'entreprise a un moat, un rempart concurrentiel? Donc, souvent, un ROE élevé et des marges élevées, c'est signe qu'il y en a un. Et effectivement, pour Microsoft, leur moat, c'est surtout les switching costs ou coûts de transfert. Donc, il y a énormément de boîtes, et en plus, souvent des grosses entreprises, des gros paquebots qui sont durs à faire bouger, qui ont toute leur organisation qui est basée sur la suite Office, sur Azure, etc. Enfin sur tous les produits Microsoft. Et donc pour ces boîtes, arrêtez d'utiliser Office pour utiliser un produit concurrent, arrêtez d'utiliser Azure pour passer chez un concurrent, etc. Ça demande énormément de temps, énormément d'organisation, ça coûte aussi. Et donc c'est très difficile pour les entreprises de passer chez des concurrents. Et donc c'est ça qu'on appelle des coûts de transfert élevés. C'est que c'est très coûteux de se transférer entre guillemets chez une boîte concurrente. Donc c'est principalement ça qui fait l'avantage de Microsoft. Par exemple, contrairement à Apple ils se démarquent plus par qualité des produits. Il y a aussi des switching costs via l'écosystème, etc. Mais c'est principalement une marque, en tout cas avec une très bonne image, etc. Microsoft, c'est souvent des produits... Enfin, j'ai jamais entendu quelqu'un me dire qu'il adorait les produits Microsoft. Donc on voit que c'est vraiment... les boîtes ont quasiment la même taille, mais ont une approche vraiment totalement différente. Il y a un cas intéressant à regarder, c'est le cas de Slack par rapport à Microsoft Teams. Donc pour ceux qui connaissent pas, Teams, c'est l'application de messagerie et d'appels vocaux, de visio, etc. D'entreprise, donc qui est inclus dans Office. Et Slack, c'est la même chose, mais sauf que c'était une start-up. Donc voilà, c'est pour communiquer en entreprise, entre collègues, etc. Et donc Slack est sorti avant et c'était un énorme succès. Et c'est utilisé dans beaucoup de boîtes. Et à un moment donné, Microsoft a sorti Teams, intégré à Office. Et voilà la croissance des deux. Donc on a ici Slack qui est passé en 2014 jusqu'à à peu près 2020 à 12 millions d'utilisateurs. Donc pas mal a priori. Et Microsoft, on voit qu'ils ont lancé Teams en 2017 et en 2019, croissance explosive. Et ils atteignent 75 millions d'utilisateurs en un temps. Je sais pas, là il a dû se passer entre les 20 millions et les 75 millions, il a dû se passer, 2 mois. Et ça, c'est simplement parce que Teams, c'est inclus avec tous les produits Microsoft. Et donc toutes les entreprises qui avaient déjà la suite Office, etc., elles se sont retrouvées avec Microsoft Teams, et donc ça leur donne un avantage compétitif qui est absolument énorme contre des boîtes comme Slack, qui en plus ont un produit qui honnêtement, que je trouve clairement supérieur à Teams, mais pourtant, ce qui fait la différence, c'est que Microsoft est déjà présent dans beaucoup de boîtes, et que les coûts de transfert sont très élevés, et donc les boîtes ont plus d'intérêt à utiliser Microsoft Teams, même si le produit en lui-même, il est de qualité inférieure à Slack. Donc voilà pour l'aspect qualité, et maintenant on va faire la valorisation. Donc pour voir à quel prix je suis intéressé pour acheter Microsoft. Alors quand on fait une valorisation donc avec le discounted cash flow, déjà faut totalement abandonner l'idée d'être précis, parce qu'on va devoir estimer deux valeurs, donc un taux de croissance et un multiple de valorisation. Donc estimer le multiple, ça c'est pas très dur de trouver un multiple qui est raisonnable. Trouver un taux de croissance, là c'est plus compliqué d'estimer donc la croissance future de l'entreprise. Et donc si on essaye d'être précis, de se dire est-ce que c'est 9 ou est-ce que c'est 10 ou est-ce que c'est 11, on devient fou. Et surtout ça sert à rien. Ce qui compte c'est surtout d'utiliser ça pour éliminer les cas qui sont clairement, pour éliminer les boîtes qui sont clairement surévaluées. Donc ce qu'on va faire avec Microsoft, c'est qu'on va d'abord regarder je vais d'abord mettre une estimation à moi et ensuite on va regarder quelle estimation justifierait le prix actuel. Donc la première case ici c'est le free cash flow par action. Donc ça c'est le free cash flow par action des 12 derniers mois, donc le plus récent. Alors d'ailleurs on voit qu'il a du coup baissé au dernier trimestre. Et ça, du coup, ce serait intéressant de voir est-ce qu'il y a eu une dépense particulière purement ponctuelle. Parce que si c'est le cas, il faudrait normaliser du coup le free cash flow par action et peut-être reprendre celui de l'année dernière, ou je sais pas. Mais pour cette vidéo, je vais prendre le free cash flow par action des 12 derniers mois. Donc on est à 8,47$. Et en taux de croissance annuel, donc là c'est le taux de croissance annuel du free cash flow par action. Il faudrait que je le rajoute ici pour que ce soit plus clair. Sachant que si le nombre d'actions ne bouge pas, et que le niveau de marge reste le même, le taux de croissance du free cash flow par action, ce sera exactement le même que le taux de croissance du revenu. Et dans le cas de Microsoft, on a vu que le niveau de marge il restait quand même assez stable et qu'il rachetait très peu d'actions. Donc au final, ça revient en gros à estimer quelle va être la croissance du revenu de Microsoft, ce qui est un petit peu plus facile à se rendre compte. Donc on voit que sur les 5 dernières années, c'était 14% par an. Sur les 10 dernières, 10,62% par an. Et donc dans mon cas, je vais mettre 10%. Donc ça me paraît raisonnable. Sachant que pour moi, là, je cherche le prix auquel je vais commencer à rentrer dans l'entreprise
Et ensuite, si le prix continue à baisser, j'en rachète plus. Donc, il faut faire attention à pas être trop conservateur. Par exemple, je vais pas mettre 4% ici. Enfin, 4%, c'est sûr que j'investirai jamais dedans et que je passerai sûrement à côté d'opportunités. Donc 10, ça me paraît raisonnable. Et au niveau du multiple, donc l'année dernière, on avait un multiple, donc Microsoft s'échangeait à 43 fois son free cash flow. Ça fait beaucoup. Sur les 5 dernières années, en moyenne, c'est 34, et sur les 10 dernières, en moyenne, c'est 26. Alors déjà, je mettrai jamais un multiple au-dessus de 30. Là, Microsoft, déjà, le marché en ce moment est quand même assez euphorique, et en plus, il y a un surplus d'euphorie sur Microsoft avec tout ce qu'il y a eu par rapport à l'IA, OpenAI, etc. Donc, au niveau du multiple, en général, pour les entreprises de qualité comme Microsoft, je me mets plutôt à 20. Là, je regarde en même temps l'évolution je vais le mettre ici, évolution du multiple sur la durée. On voit que Microsoft, ils se sont plutôt repris dans cette période 2015-2016, et on voit qu'ils étaient quand même autour des 20, mais que leur multiple n'a fait que croître. Vous pouvez peut-être juger que je suis trop conservateur, ou peut-être pas assez. Peut-être que je pourrais aller plus haut, mais dans mon cas, pour cet exemple, je vais prendre un multiple de 20 fois le free cash flow, et je clique sur générer la valeur intrinsèque. Et donc, vu que un ETF S&P 500, historiquement, ça a rapporté 10% par an, moi, je cherche plutôt, quitte à choisir mes propres actions, à faire plus. Donc, je regarde en général la performance que je peux avoir pour... le prix auquel il faudrait que j'achète la boîte, si ces estimations-là, bien sûr, se révèlent être vraies, pour faire 13% par an. Et donc, si Microsoft, à partir de ce free cash flow par action, a une croissance de 10% par an, et dans 10 ans, et à un multiple de 20 fois son free cash flow, eh bien, pour faire 13% par an, il faudrait l'acheter à $202. Pour faire 12%, il faudrait l'acheter à 217. Pour faire 11%, il faudrait l'acheter à 235. Et pour faire 10%, donc performance historique d'un ETF S&P 500, il faudrait l'acheter à 253. Donc Microsoft, elle a atteint à peu près ces prix-là en 2022, quand il y avait une belle correction. Donc voilà, c'est possible qu'elle y retourne, mais aujourd'hui on en est assez loin. Et là, ce qu'on va faire, parce que vous pouvez peut-être juger que je suis trop conservateur, c'est possible que ce soit le cas. Donc on va regarder plutôt qu'est-ce que je devrais remplir ici pour justifier le prix actuel. Et on va voir est-ce que ça paraît plausible ou est-ce que ça paraît trop risqué. Donc multiple, on va monter à 25, par exemple. Déjà là, qu'est-ce que ça donne ? On voit que la variation du multiple, ça change pas énormément la donne. Donc pour 13%, il faudrait que j'achète à 234. Et par contre, la croissance, ça va bouger plus vite. Je vais mettre 12%, toujours pas. 14, toujours pas. Et là, on voit que ça commence quand même à sentir le roussi. Donc voilà, si on achète Microsoft aujourd'hui, il faut être conscient que si on veut faire 13% par an, ça veut dire qu'on table sur une croissance de Microsoft de 16% par an sur les 10 prochaines années, et que dans 10 ans, elle sera un multiple de 25. Donc c'est pas impossible, mais je considère que c'est un scénario qui est trop optimiste, et donc j'irai pas parier dessus. Donc moi, j'achèterai pas Microsoft aujourd'hui, et j'attendrai plutôt d'être aujourd'hui plutôt vers les 250 peut-être, ou quelque chose comme ça. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que aujourd'hui vous achèteriez Microsoft ? Est-ce que vous l'avez déjà ? Quel prix vous attendez ? Et si ça vous intéresse d'être tenu au courant du lancement du site que vous avez sous les yeux, donc qui permet de valoriser, qui permet de trouver si une entreprise est de qualité ou non, et qui permet de lire les documents financiers, et aussi pour les entreprises américaines, malheureusement ça ne marche pas pour les autres, de connaître les différents segments de revenus de l'entreprise, et aussi les segments géographiques. Vous pouvez cliquer sur le tout premier lien dans la description pour être prévenu, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus.